la plus rapide possible, bien entendu. Evelyne Ayer, directrice de recherche au Muséum national d'histoire naturelle, commissaire scientifique général du Musée de l'Homme, et vous travaillez en particulier sur l'histoire des populations. Ouais. Deux grandes questions. Comment la culture change l'environnement et notre adaptation, et comment tout cela joue sur la génétique des populations. Evelyne Ayer. Bonsoir, enfin non, bon après-midi, on n'a pas encore passé l'heure du café, donc c'est pas encore tout à fait bonsoir. Donc je vais revenir sur des thèmes qui ont été abordés plutôt sur l'aspect neurosciences, l'interaction qu'il y a chez l'homme entre la biologie et la culture. Et moi je vais regarder en termes de biologie, non pas le cerveau, mais notre génome, donc notre évolution génétique. Alors déjà, je vais vous rappeler quelques points de départ. Nous sommes une espèce jeune, Sapiens émerge il y a environ 200 000 ans en Afrique. On a les différences génétiques entre deux individus sont relativement faibles, c'est-à-dire que si je regarde deux génomes de deux individus pris au hasard, je vais avoir 1 pour 1000 de différence. C'est-à-dire que le génome, il est fait de 3 milliards de paires de bases, donc ça c'est tout votre ADN, et quand on compare deux individus, on a 1 pour 1000, c'est-à-dire 3 millions de paires de bases, donc de nucléotides, ce qui est l'unité de base de l'ADN, qui sont différents entre deux individus. Alors ce chiffre en tant que tel, 3 millions, on peut dire que c'est beaucoup ou on peut dire que c'est peu. Pourquoi on dit qu'on a une diversité génétique, donc des différences entre les individus, entre deux humains, qui est faible? C'est parce qu'on peut la comparer à d'autres espèces, notamment aux primates non humains. Et pour vous donner un ordre de grandeur, ce 1 pour 1000, donc ce 3 millions de différences, quand on compare deux êtres humains, c'est 3 fois moins que ce qu'on trouve quand on compare des orang-outans de l'île de Bornéo. C'est-à-dire, si vous comparez de la même manière deux orang-outans, vous regardez leur génome, vous allez avoir 3 fois plus de différences génétiques entre deux orang-outans qu'entre deux êtres humains. Donc on est une espèce jeune, il y a peu de différences génétiques entre les individus, et aussi un autre facteur assez intéressant qui est soulevé par les gens qui travaillent en paléoanthropologie, notamment mon collègue Jean-Jacques Hublin, c'est que si on regarde notre évolution depuis notre ancêtre commun entre l'homme et le chimpanzé, donc on va dire grosso modo 10 millions d'années, eh ben, on voit que sur la lignée qui va vers l'homme, on a eu, entre guillemets, plus d'évolution, c'est-à-dire on est plus différent de l'ancêtre commun que ne l'est le chimpanzé. Si on regarde un crâne de chimpanzé, il est moins différent de ce qu'on attend de l'ancêtre commun que sur la lignée humaine. Donc visiblement, il y a eu le long de la lignée humaine une évolution morphologique et certainement en partie une évolution génétique plus rapide. Donc ça, c'est grosso modo le grand schéma sur notre espèce. Maintenant, moi, ce qui m'a toujours intéressé dans l'évolution de l'homme, c'est que, comme vous savez tous, l'homme, donc on est un animal, donc on est soumis à la même évolution que n'importe quel animal vivant, mais en plus, on transmet de la culture. C'est-à-dire que non seulement on transmet nos gènes d'une génération à la suivante, mais en plus, les humains, et ça a été montré plusieurs fois, on produit de la culture, on produit des innovations technologiques, on vit dans on a des langues, on a des règles d'organisation sociale, etc. On a de la culture, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, et cette culture est transmise, c'est-à-dire que on ne transmet pas seulement nos gènes, on transmet aussi des paramètres ou des traits culturels. Et donc, étant donné cette transmission culturelle, je me suis très tôt interrogée sur en quoi ça pouvait jouer sur notre évolution de l'homme, c'est-à-dire en quoi un peu cette spécificité humaine va jouer aussi sur l'évolution biologique de notre espèce. Et donc, je vais vous montrer à travers des exemples deux aspects où la culture joue sur notre évolution biologique. La première chose, c'est la diversité génétique, c'est-à-dire que la culture va jouer sur la répartition, la diversité génétique de notre espèce, c'est-à-dire en quoi des individus sont différents
les uns des autres, en quoi ils sont différents s'ils vivent dans des populations différentes. Donc, les exemples que je vous montre sont des exemples issus des terrains que j'ai pu monter ou des membres de mon équipe en Asie centrale et en Afrique centrale. Alors, le premier trait culturel pour lequel il a été évoqué qu'il pouvait avoir un lien avec la diversité génétique et donc avec l'évolution de l'homme, c'est la langue. Alors, pourquoi la langue? Vous savez que les langues parlées sur Terre sont environ au nombre de 6 à 7 000 comme ordre de grandeur. Il y a entre 6 et 7 000 langues parlées. Il y en a environ que 200 qui sont des langues écrites. La plupart des langues sont uniquement des langues parlées. Et les langues sont réparties selon des grandes familles linguistiques. Ça, c'est une des représentations des grandes familles linguistiques, une typologie des langues. Basé là-dessus, un chercheur qui s'appelle Cavalli-Sforza, dans les années 90, a comparé la proximité génétique des populations avec la proximité linguistique. C'est-à-dire que là, il a mis les populations humaines à partir de données génétiques, il les met ensemble quand elles se ressemblent génétiquement, donc c'est un arbre qui représente les proximités génétiques entre les populations, et il a mis ça en parallèle avec un arbre, donc l'arbre des langues, l'arbre des proximités linguistiques. Et il a montré donc qu'il y avait une très forte concordance. Autrement dit, quand des populations de langues proches sont proches génétiquement, c'est-à-dire que en général, quand des populations sont prises dans des régions du monde où les individus parlent des langues qui se ressemblent, et bien les populations sont aussi proches génétiquement. Alors, ce travail, bien qu'intéressant, a été tout de suite soumis à une certaine critique, parce que les populations humaines se ressemblent d'autant plus génétiquement qu'elles sont proches géographiquement. Pour que deux populations se ressemblent génétiquement, il suffit qu'elles échangent des migrants, et en général, on échange plutôt des migrants avec la population d'à côté. Il y a plus de chances que vous vous mariez avec quelqu'un du village d'à côté qu'un aborigène d'Australie épouse un Inuit du Groenland. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver, mais c'est quand même moins fréquent que d'avoir quelqu'un d'Aix qui, par exemple, va épouser quelqu'un de Marseille. Et donc, de ce fait-là, génétiquement, quoique, mais alors, ouais. Donc, ce qui fait qu'en moyenne, sur l'ensemble de la Terre, en général, on se ressemble d'autant plus génétiquement qu'on est proche géographiquement. Et en général aussi, on parle d'autant plus la même langue qu'on est proche géographiquement. En général, les langues suivent aussi la géographie. Donc, ce travail a été un peu critiqué parce qu'on a dit, en fait, ce que vous voyez là, c'est juste la proximité géographique entre les populations. Elles sont proches géographiquement, elles échangent des gènes, elles sont proches génétiquement. Les gens parlent entre eux et du coup les langues sont proches. Donc voilà. Et donc pour essayer d'éclaircir quand même ce phénomène-là, nous on a monté un projet de recherche sur ces questions-là en Asie centrale. Donc c'est ici, là, vous voyez. Alors, pourquoi en Asie centrale? Parce qu'en fait, c'est une zone du monde où vous avez des gens qui parlent des familles linguistiques très différentes qui se rencontrent. Donc, en Asie centrale, là, par exemple, en Ouzbékistan, vous avez à la fois des individus locuteurs qui parlent des langues dites turques et des individus qui parlent des langues dites indo-iraniennes. Et on s'est dit, donc, on va aller voir dans une zone de rencontre comment ça se passe. Est-ce qu'effectivement, il y a un effet de la langue ou pas? Donc on a fait du terrain, on a échantillonné des gens, on a fait aussi bien sûr des enquêtes linguistiques. Donc ça c'est un exemple d'échantillonnage. On est allé en Ouzbékistan, Tadjikistan et au Kyrgyzstan. Turkménistan, on n'a pas pu y aller encore. Vous savez, c'est une des dictatures, les plus dictatures. C'est classé dans les 3 tops des dictatures au monde, donc c'est pas... Voilà. Et on n'est pas allé non plus au Kazakhstan.
Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme premier résultat? C'est que, donc, si on regarde la diversité génétique entre les populations, eh ben, on voit qu'on a un groupe en rouge qui correspond à ceux qui parlent une langue turque et un groupe en bleu qui correspond à ceux qui parlent la langue indo-iranienne. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que sur l'ensemble de la planète, quand on regarde des populations humaines, on trouve, comme je vous l'ai dit, qu'en général, la distance géographique colle à peu près avec la distance génétique. Des populations proches géographiquement sont aussi proches génétiquement. À l'inverse, des populations éloignées géographiquement sont éloignées génétiquement. Eh bien, en Asie centrale, on n'a pas retrouvé ça. Donc, si vous regardez les populations ici qui sont en rouge, ce qu'on représente ici, c'est la proximité génétique des populations. Plus elles sont proches sur le graphique, plus ça signifie qu'elles se ressemblent génétiquement. Et donc là, vous voyez, par exemple, ces deux populations en rouge, elles sont très près sur ce graphique, ça signifie qu'elles sont très proches génétiquement. Mais si on regarde sur la carte, là, c'est les deux populations avec les flèches en rouge, vous voyez qu'elles sont très éloignées géographiquement. À l'inverse, ces deux populations qui sont très proches géographiquement, elles vont être très éloignées génétiquement. Donc, par rapport au schéma global qu'on attend en général quand on étudie les populations humaines, en Asie centrale, on a quelque chose d'un peu particulier. On a des populations qui sont très proches génétiquement, elles ont une faible distance génétique, et très éloignées géographiquement. Et à l'inverse, on a des populations qui sont très différentes génétiquement et très proches géographiquement. Donc on n'a pas cette espèce de facteur confondant de la géographie. Et pourtant, les populations se regroupent bien en fonction des langues. Elles se regroupent bien avec d'un côté les populations qui parlent les langues turques et de l'autre côté les populations qui parlent des langues indo-iraniennes. Donc, en tous les cas, pour ce qui est dans le cas de l'Asie centrale, on voit qu'on a des différences génétiques entre les deux groupes de population qui correspondent à des langues différentes. Schématiquement, la langue fonctionne comme une barrière qui limite les échanges génétiques si les langues sont différentes. C'est-à-dire qu'on va préférer épouser quelqu'un loin mais qui parle la même langue plutôt que d'épouser quelqu'un du village d'à côté mais qui parle une langue différente. Donc le choix des conjoints dans cette zone du monde est éminemment conditionné par la langue que les gens parlent. Alors, ce qu'on a trouvé là en Asie centrale sur la langue, ça existe dans d'autres populations humaines. Il y a d'autres traits culturels qui séparent comme ça, qui limitent les flux de gènes entre les individus. Par exemple, j'ai un collègue qui a travaillé en Hollande. Et en Hollande, si on regarde la diversité génétique, on voit vraiment une séparation, non pas cette fois-ci avec la langue, mais avec la religion entre les protestants et les catholiques. C'est-à-dire qu'il y a une limitation des échanges génétiques entre les populations à cause de la religion. Ça a été étudié aussi en Inde, où vous savez tous, il y a un système de caste qui est profondément ancré et très bien établi, et on a des limitations de flux de gènes entre les castes. Donc ça, on est dans un exemple où un trait culturel, ici la langue ou la religion ou le système de caste, limite les échanges entre les populations et donc joue sur la répartition de la variabilité génétique entre les populations. Donc notamment, vos groupes de populations, elles vont être différentes génétiquement. Alors, un autre exemple qui nous a été donné d'étudier, encore une fois, où on voit d'une autre manière un impact culturel fort aux échanges entre les populations, c'est en Afrique centrale. Vous avez des populations de chasseurs-cueilleurs, les pygmées, qui coexistent avec des populations qui côtoient des populations d'agriculteurs. Donc là, c'est les populations pygmées réparties à travers toute l'Afrique centrale. Alors, vous voyez les pays, donc il y a plusieurs pays où on n'a pas pu échantillonner du tout. Et donc les pays où on a pu échantillonner, en rouge, c'est les populations de pygmées qu'on a pu échantillonner, et en bleu, c'est à chaque fois leur population voisine.
Et donc, après plein d'études différentes, on est arrivé à retracer l'histoire de ces populations. Et c'est là un des outils très intéressants de la génétique, c'est qu'on peut utiliser la génétique pour retracer l'histoire des populations, notamment pour les populations humaines pour lesquelles on n'a aucun reste archéologique. Pour les populations qui vivent sous les tropiques, en général, il n'y a quasiment aucun reste. On n'a pas de squelette parce que ça se dégrade très vite, donc on a très peu de restes osseux. Et en plus, là, les chasseurs-cueilleurs, ce ne sont pas des sociétés qui traditionnellement construisent des édifices en pierre qui peuvent perdurer. Alors ça, c'est schématiquement l'histoire des populations. Donc là, vous avez le passé, là, vous avez le présent. Schématiquement, il y a environ 70 000 ans, on voit une séparation dans la lignée d'Homo sapiens, une partie qui va donner les populations pygmées, une partie qui va donner en Afrique les populations non pygmées. On a une séparation entre l'Est et l'Ouest de l'Afrique, entre les populations de l'Est et les populations de l'Ouest, qui est liée vraisemblablement à un événement climatique où la forêt est morcelée entre l'Est et l'Ouest, donc séparation des deux populations. Il y a environ 3000 ans, on a les populations pygmées qui se séparent les unes des autres, et ça correspond à l'arrivée dans l'Afrique centrale de l'agriculture qui est amenée par ce qu'on appelle la grande expansion bantoue, qui arrive il y a 3000 ans en Afrique centrale, portée par les individus qui portent ces gènes-là, et qui arrive en Afrique centrale et qui entraîne un éclatement des populations pygmées. Et ce qu'il y a d'assez fascinant, c'est que donc ces populations commencent à se côtoyer il y a environ 3000 ans, et on a des mélanges génétiques entre les populations pygmées et non pygmées qui commencent seulement il y a environ 1000 ans. C'est-à-dire que les populations, pendant 2000 ans, se coexistent, se côtoient sans aucun échange génétique. Et quand les échanges génétiques commencent, les échanges ne sont que dans un sens. On a des flux de gènes que des populations non pygmées vers les populations pygmées. On n'a pas de flux de gènes dans l'autre sens. On a des flux de gènes, on dit asymétriques, c'est-à-dire ils vont que d'une population vers l'autre et pas dans l'autre sens. Alors comment on peut expliquer des flux de gènes asymétriques ? Eh bien, on retourne à des choses éminemment culturelles et éminemment sociales. Si vous regardez, à gauche, vous avez les populations pygmées et à droite, les non-pygmées. On n'a aucun cas de mariage, ça n'a jamais été documenté de foi d'ethnologues qui travaillent depuis des années là-bas. On n'a jamais de cas où un homme pygmée épouse ou a des relations avec une femme non pygmée. Jamais. Par contre, dans l'autre cas, on a des mariages possibles entre un homme villageois et une femme pygmée. Pourquoi? D'abord parce qu'elles sont moins chères en termes de dot, premièrement. Les femmes pygmées coûtent moins cher. Et deuxièmement, avant l'arrivée de la médecine, il y avait un mythe très fort sur la fertilité des femmes pygmées. On pensait qu'elles étaient beaucoup plus fertiles que les femmes non pygmées. Alors, c'est des sociétés, on dit patrilocales, c'est-à-dire qu'après le mariage, la femme va vivre dans le village de l'époux. Donc c'est ce qui se passe, un homme non pygmé épouse une femme pygmée, elle va vivre chez lui, elle amène ses gènes. Mais alors du coup, on a du flux de gènes des pygmées vers les non-pygmées. Or, les données génétiques montrent tout dans l'autre sens. Ils ne montrent aucun flux de gènes dans ce sens, ils montrent des flux de gènes que des non-pygmées vers les pygmées. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que donc ils ont des enfants. En général, c'est rarement des relations qui durent longtemps. Et en fait, ça se termine très rapidement par des divorces et avec un retour, du coup, de la femme pygmée dans le village pygmée où elle repart avec ses enfants. Donc, en fait, elle repart avec des gènes, là, des non-pygmées. Alors, ces divorces sont fréquents parce que les pygmées sont vraiment ostracisés et il y a même dans beaucoup d'endroits, ils sont considérés même limite comme des êtres humains et ils sont même dans pas mal d'endroits des esclaves des villageois non pygmées. Donc la femme va au bout d'un moment retourner dans son village
dans son village pygmée. Donc là, on voit bien, là c'est vraiment du culturel, hein. On est vraiment à fond dans du stéréotype, des préjugés, du culturel, des barrières aux échanges, etc. Et en plus, les enfants illégitimes. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est un autre exemple d'étude de population. On voit que des populations humaines peuvent se côtoyer pendant plusieurs siècles et peuvent se mélanger pour des raisons culturelles. Et ça nous permet de réfléchir maintenant à l'avenir. Vous savez qu'à l'heure actuelle, on a des migrations qui rapprochent des populations extrêmement différentes. Et effectivement, on voit je dirais des réponses à ces échanges migratoires extrêmement contrastés. Vous avez des populations, par exemple les Pakistanais en Grande-Bretagne, où les populations se referment complètement et suite à la migration, il n'y a quasiment aucun échange avec les populations autour. Ils deviennent même encore plus endogames qu'ils ne l'étaient dans leur population d'origine. Il y a la même chose avec les populations turques en Allemagne, et à l'inverse, vous avez des populations où il y a énormément de mélanges, comme par exemple ça a été le cas au Brésil. Et d'ailleurs, il y a un des cas dans notre histoire de mélange qui par rapport à ça est le plus intriguant, c'est le cas du mélange de l'homme moderne et de l'homme de Néandertal. Quand Sapiens sort d'Afrique il y a environ 70 000 ans, donc il sort d'Afrique et va coloniser l'Eurasie, il arrive et il rencontre Néandertal qui était déjà sorti d'Afrique, on estime il y a environ 500 ou 600 000 ans. Donc il rencontre Néandertal et ça a été montré par des analyses d'ADN anciens qu'il y a eu un mélange entre l'homme moderne et l'homme de Néandertal et on a pu préciser que ce mélange a eu lieu au moment de la sortie d'Afrique. C'est-à-dire que ce n'est pas un mélange qui a eu lieu après, c'est au moment où l'homme moderne, Sapiens, sort d'Afrique, il se mélange avec l'homme de Néandertal. On porte en moyenne en Europe entre 2 et 3% de notre génome est issu du croisement avec Néandertal. Donc on porte du génome en partie de Néandertal. Alors, ce qui fascine certains, c'est le fait qu'il y ait eu un mélange entre l'homme moderne et l'homme de Néandertal, mais ce qui fascine d'autres, c'est qu'il y ait eu si peu de mélange entre l'homme moderne et l'homme de Néandertal. Étant donné qu'on a démontré qu'il pouvait y avoir du mélange, vu qu'on en trouve, pourquoi alors ce mélange a été si limité ? Première chose, donc ça c'est vrai qu'il y a des gens qui essayent de travailler là-dessus, mais on est dans un des premiers cas où on voit finalement des homos très différents qui coexistent, ils échangent, mais ils échangent très peu finalement. Premièrement. Deuxièmement, en regardant les chromosomes sexuels, chromosomes X et autosomes, on a pu montrer aussi que le mélange était asymétrique en fonction des sexes, et je me souviens jamais dans quel sens, je crois que c'est homme néandertal avec femme sapiens ou l'inverse. Je suis désolée, j'ai oublié, mais voilà. Mais c'est asymétrique, ça n'a pas été dans les deux sens. Donc dans le même cas que pour les populations pygmées. Alors, donc pour résumer cette partie-là, les comportements culturels et sociaux ont un impact sur la diversité biologique de notre espèce. Et ça, c'est important parce que ça a joué dans l'évolution de notre espèce. Il y a une force évolutive forte qui s'appelle la dérive et qui permet de faire des évolutions au hasard. Et c'est clair que le fait qu'on transmette de la culture, qu'on se différencie en fonction de la culture, a joué sur notre évolution et est un des facteurs qui peut expliquer l'accélération de l'évolution dans notre lignée. Deuxième chose intéressante sur cette diversité génétique, c'est que c'est le réservoir, après, pour ce qu'on appelle les adaptations génétiques. Et là, je vais vous présenter un exemple. Je regarde, ça a l'air d'être bon. Bon. Alors, donc, deuxième exemple où la culture joue sur la diversité génétique, c'est culture et sélection naturelle. Et l'exemple sur lequel, qui est le plus intéressant, je trouve, à travailler, et qui est assez facile à travailler, c'est les transitions alimentaires. L'Homo sapiens est chasseur-cueilleur, de son apparition jusqu'à peu près au néolithique. Et M. Guilaine va vous parler après de la révolution néolithique. La révolution néolithique, c'est quelque chose d'extrêmement important pour ce qu'on est devenu à l'heure actuelle. À ce moment-là, vous avez des changements de mode de vie
spectaculaire. Donc avant, on était tous chasseurs-cueilleurs. À la révolution néolithique, certaines populations continuent à rester chasseurs-cueilleurs. C'est le cas justement des pygmées dont je vous ai parlé précédemment. Mais vous avez d'autres modes de vie qui apparaissent. Vous avez des agriculteurs sédentaires, des éleveurs semi-nomades, et vous avez tout ce que vous pouvez imaginer entre les deux, des plus ou moins agriculteurs, plus ou moins éleveurs, etc. Donc il y a 10 000 ans, transition majeure de mode de vie et transition alimentaire aussi. Ces populations-là ne mangent plus la même chose. Aujourd'hui, on a à nouveau une transition alimentaire très forte qui est donc liée à ce qu'on appelle la malbouffe, les nourritures de type industriel. Donc ça, c'est le portrait général. Alors, les foyers néolithiques, je ne sais pas si M. Guilaine parlera des différents foyers ou de celui du Moyen-Orient, mais c'est fascinant de voir qu'à quelques millénaires près, sur différents endroits de la planète, l'homme se met à domestiquer la nature et de manière indépendante. Alors, l'exemple le plus frappant lié à ce changement alimentaire et un changement culturel qui est de se mettre à faire la transition néolithique, c'est la tolérance au lactose. Vous savez, la plupart d'entre vous savez certainement que pour digérer le lactose du lait, on a besoin d'une enzyme qui s'appelle la lactase, qui transforme le lactose en glucose et en galactose. Tous les mammifères ont cette enzyme-là quand ils sont enfants, subadultes, et à l'état adulte, la lactase est inopérante. Ça ne sert à rien de donner du lait à votre chien, à mon avis, il ne le digère pas. Alors, mais qu'est-ce qu'on a vu chez l'homme? C'est qu'il y a plusieurs populations humaines où les adultes ont tous cette lactase qui fonctionne. C'est le cas par exemple en Europe du Nord où en plus de 90% des individus ont une lactase qui fonctionne à l'âge adulte. On dit qu'ils sont lactase persistants. Alors, il a été montré dès les années 70 que les populations où on trouvait cette lactase persistant étaient les populations, effectivement, où l'alimentation en lait est prépondérante. Autre chose, c'est que grâce à l'avancée de la génétique, le gène a été trouvé et on a pu utiliser les outils de la génétique des populations qui permettent de dater à quel moment on a eu un avantage à porter cette mutation qui permet de digérer le lait à l'âge adulte. Et tous les travaux montrent que ça soit pour la mutation en Europe, on tombe sur le néolithique, l'autre mutation qu'on trouve en Afrique aussi, on tombe sur l'arrivée du néolithique. Autrement dit, on a eu un changement suite à la transition au néolithique, une mutation qui existait déjà, elle n'est pas apparue parce qu'on s'est mis à boire du lait, c'est une mutation qui existait déjà, elle était dans le réservoir génétique des populations. Cette mutation est devenue avantageuse et a augmenté très vite en fréquence. Les gens qui la portaient survivaient mieux et se reproduisaient mieux, et au fil des générations, ça a augmenté en fréquence. C'est l'exemple cas d'école qui est tout le temps présenté sur ce qu'on appelle l'interaction biologique et culturelle. Du fait de la culture, on change l'environnement dans lequel on vit et finalement, en réponse, il y a des nouvelles sélections qui apparaissent. On a pu montrer que c'est la même chose pour les gènes impliqués dans le diabète type 2. Beaucoup des gènes impliqués à l'heure actuelle dans la susceptibilité au diabète type 2 ont été sélectionnés à partir du néolithique. Donc c'est vraiment une période de transition majeure, la même manière pour les gènes impliqués dans les pathogènes, parce que c'est au néolithique où on voit l'émergence d'épidémies. Ça va aller alors. Donc là maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est les transitions actuelles, les changements actuels qu'on fait dans notre environnement peut avoir un impact par sélection naturelle? Alors ce que je vous ai présenté, c'est des mécanismes importants, mais c'est quand même des mécanismes lents. En général, il faut plusieurs milliers d'années pour vraiment changer des génomes à l'intérieur des populations humaines. Néanmoins, il y a certains cas où on arrive à les voir en œuvre tellement les phénomènes sont forts. C'est le cas de la sous-fertilité au Danemark. Il y a une étude qui a montré il y a quelques années que 30% des hommes jeunes au Danemark sont
sous-fertiles et que, bon, il y a une partie, on ne sait pas à quoi c'est dû, mais il y a une grande partie de cette sous-fertilité qui est liée à des phénomènes génétiques qui sont portés par le chromosome Y, donc le chromosome que portent les hommes, et qu'il y a des variants du chromosome Y qui sont associés à cette fragilité. C'est-à-dire que selon le variant du chromosome Y, on est adapté ou mal adapté à ce nouvel environnement. C'est-à-dire des gens qui portaient des variants du chromosome Y qui étaient complètement dits neutres, c'est-à-dire qui n'étaient pas mieux ni moins bien que les autres, hop, on change l'environnement, et ces variants qui avant n'avaient aucun effet sur la fertilité des gens, dans un nouvel environnement peuvent devenir avantageux ou au contraire désavantageux, et donc entraîner des évolutions génétiques. Donc, le fait que nous changions notre environnement rapidement peut faire apparaître des maladaptations. On a souvent l'impression qu'en fait, on est sorti de la sélection naturelle parce qu'on a souvent dans l'idée que la sélection naturelle se résume à la mortalité. On a toujours un peu l'idée, c'est la survie du plus apte. Et effectivement, maintenant, grâce à la médecine, on a énormément réduit la mortalité, notamment la mortalité infantile. Donc c'est clair que pour ce qui est de la survie des enfants, on a moins de sélection naturelle, comme on pouvait y avoir il y a environ 150 ans, où la moitié des enfants mouraient avant d'atteindre l'âge de 15 ans. Mais la sélection naturelle, elle ne se résume pas à la sélection pour la survie. La sélection naturelle, elle joue aussi sur la reproduction et sur ce qu'on appelle la sélection sexuelle. Alors sur la reproduction, c'est-à-dire sur le fait d'être fertile ou pas, et sur la sélection sexuelle, sur le fait d'être choisi ou pas pour la reproduction. Vous savez, c'est l'exemple qui a été développé par Darwin enfin c'est la théorie qui a été développée par Darwin pour expliquer les magnifiques plumes de paon. Pourquoi les mâles de paon ont des plumes magnifiques? Parce que les femelles préfèrent les mâles qui ont des magnifiques plumes, alors que c'est complètement stupide, parce qu'avec ces grandes plumes de paon, ils se font attraper beaucoup plus facilement par les prédateurs. Donc en termes de sélection pour la survie, les plumes de paon ne devraient pas exister. Mais comme les femelles préfèrent les plumes de paon superbes, eh ben, les mâles qui ont des magnifiques plumes de paon sont mieux choisis que les autres. Alors vous me direz, ça c'est les plumes de paon. Eh ben, chez l'homme, il y a des facteurs, on pense... Alors c'est difficile à démontrer, mais on pense qu'il y a de la sélection sexuelle sur différents traits, notamment sur la pilosité. Les populations européennes ont beaucoup de poils, sont poilus, voilà, les hommes sont poilus européens, ce qui n'est pas le cas par exemple en Asie, ce qui est très peu le cas en Afrique, donc selon, bien sûr, il y a de la variabilité dans tout ça, mais schématiquement, et en fait, on pense que ça c'est lié purement à de la sélection sexuelle. Il n'y a aucun avantage sélectif à avoir des poils sur les barbes, mais il y a dû y avoir pendant assez longtemps un choix des femelles pour les hommes barbus qui explique que, effectivement, maintenant... Les hommes européens ont une forte pilosité. Donc tout ça, voilà, tout ça pour vous dire que la sélection naturelle et l'évolution biologique, c'est pas juste de la sélection sur la survie. Il y a d'autres choses dans la sélection naturelle. Et donc, pour conclure, le fait que nous créons et transmettons de la culture n'est pas la fin de notre évolution biologique et donc de notre adaptation. Il faut plutôt voir ça comme une interaction forte entre la biologie et la culture. Voilà. Merci de votre attention. On s'installe. Ah, j'ai oublié de mettre mon micro. Voilà. Hop. Ça marche, impeccable, merci. Merci beaucoup Evelyne Ayer. Bon, on a le temps de répondre à quelques questions. Oui, voilà, je ne sais pas. Oui, bonjour. Je me posais toujours la question de la capacité d'adaptation par rapport à nos
prédisposition génétique, moi ça me fait un peu rire, sur la masse et la rapidité de choses auxquelles l'être humain est soumis aujourd'hui et depuis peu, en produits chimiques, en radiation, en mode de vie, etc. Donc voilà, les susceptibilités de chacun, ça finit par faire peut-être beaucoup d'exclusions et beaucoup d'inadaptations qu'on retrouve, à mon avis, dans beaucoup de choses, notamment en médecine, en social et en exclusion sociale et en exclusion aussi, je dirais, dans les prisons, quoi. Mais alors... Donc, je ne sais pas, du coup, cette fragilité, enfin, on parle du diabète, moi je suis médecin, tout ça, bon, ouais. C'est vrai que de ce côté-là, on connaît, mais c'est pareil, quoi, la susceptibilité à plein de choses environnementales. Est-ce que c'est pas dépasser les capacités physiologiques de l'adaptation qui sont extrêmement lentes et habituellement progressives? Alors, je suis d'accord avec vous, il y a un rythme des choses. Moi, ce que je pense, c'est qu'à l'heure actuelle, ce qu'on change dans l'environnement, ça entraîne des adaptations et des maladaptations génétiques, mais malheureusement, on ne peut pas les voir tout de suite. C'est-à-dire, ça prend du temps, mais par exemple, on commence à voir qu'il y a des gens plus ou moins fragiles par rapport au cancer. On voit des adaptations. Alors, il y a quelques suivis sur 50 ans. On a vu des adaptations sur l'âge à la ménopause qui effectivement bougent, mais on a effectivement un problème de temps et de recul. Moi, mon point de vue, c'est de dire... l'évolution et l'adaptation, même si on ne la voit pas, il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête. Elle doit continuer à jouer et elle peut être plus ou moins forte selon les environnements effectivement qu'on produit nous-mêmes. Ah, bah vous pouvez, ça peut être la maladaptation, ça je suis d'accord. Mais voilà, oui. Oui. Ça peut révéler des adaptations passées, comme dans le cas du diabète. J'étais très intéressé par ce que vous avez dit sur les pygmées tout à l'heure, et en particulier sur ces échanges dans un seul sens, les échanges matrimoniaux dans un seul sens. Il se trouve que j'ai travaillé à peu près 50 ans dans cette région du sud de Cameroun, et il est évident, on attribuait ces échanges à la non-fécondité des femmes Boulou, Fang, Ntoumou, etc., laquelle, d'après les démographes que je connaissais, était liée à une très forte présence des maladies vénériennes. Bon, bien sûr, la non-fécondité est attribuée aux femmes, comme il se doit. Ah oui, mais on imagine mal, effectivement, qu'à cette époque, il puisse y avoir des échanges dans l'autre sens. C'était une époque où les pygmées, petit à petit, sortaient de la forêt pour se rapprocher des villages boulous, etc., où ils étaient employés, ils vendaient les produits de la chasse, et ils étaient employés aussi dans les plantations de cacao, etc. On imagine mal qu'un homme boulou puisse aller habiter dans une hutte de feuilles. C'est la situation de dominer était là très très forte, et c'est normal qu'il n'y ait pas eu ces échanges à double sens. Oui, oui, tout à fait, vous avez raison. Mais effectivement, le mythe de la fertilité des femmes pygmées a continué à perdurer et perdure encore. Quand on discute dans les villages, il y a toujours ce mythe, alors que maintenant, du fait des soins apportés aux maladies vénériennes, les femmes villageoises n'ont pas vraiment une sous-fertilité. Mais on voit, malgré ça, c'est quelque chose qui perdure. Mais vous avez raison, tout à fait. Ils sont vraiment très, très mal vus, les pygmées. Il vaut mieux pas être pygmée en Afrique centrale. Alors, une question ici. Professeur Heyer, merci pour ce vol de paléogénétique tout à fait passionnant. J'ai pas deux questions, mais une double question. La première partie est assez neutre. Est-ce que ce type de bifurcation que vous avez pu montrer, vous les avez étudiés dans le bassin méditerranéen? Et la deuxième, un peu plus sensible, est-ce que ça pose pas des problèmes politiques de montrer que des peuples qui se font la guerre ou qui ne s'entendent pas du tout sont issus de la même souche? Alors, merci de ces questions. Alors, la Méditerranée pour commencer. La Méditerranée, alors franchement, la Méditerranée, c'est très très compliqué. Parce que, comme vous le savez tous, il y a eu beaucoup de migrations et beaucoup de migrations dans tous les sens. Donc là, l'histoire des populations est beaucoup plus complexe. Et effectivement, on n'arrive pas à retracer aussi facilement l'histoire génétique des populations. Il y a pas mal d'équipes qui travaillent dessus et les outils s'améliorent. Donc je pense qu'on
aura un peu plus d'informations dans les 10 ans à venir, je dirais. Parce que l'intérêt de la génétique, c'est qu'elle fait l'histoire des gens, elle ne fait pas l'histoire des... je veux dire, si vous regardez l'histoire écrite, en général, on a d'abord souvent que l'histoire des vainqueurs et pas des vaincus, d'une part, et en général, on n'a que l'histoire de l'élite, quoi. On a l'histoire des rois, etc., mais on n'a pas forcément l'histoire des gens. Et donc, la Méditerranée, il y a des gens qui travaillent dessus, c'est super compliqué, franchement. Et heureusement, avec l'ADN ancien, on devrait arriver à avoir des meilleures informations, parce que maintenant, on peut retracer l'ADN, par exemple, des périodes du néolithique. Alors, deuxièmement, sur l'instrumentalisation de la génétique à des fins politiques, alors là, c'est dans tous les sens. Quand je suis allée échantillonner, là, je ne vous ai pas montré ce qu'on est allé faire en Sibérie, alors on leur explique le projet pour que les gens veuillent bien travailler, et on leur dit aussi, ce qui nous intéresse, c'est que c'est certainement de chez vous, donc on était dans la région de l'Altaï, que sont partis les gens pour aller coloniser l'Amérique. Alors là, ils étaient super contents, on est à l'origine de l'Amérique, etc. Et après, je leur dis, ça nous intéresse dans le cadre de l'histoire de Sapiens. Vous savez, vous venez tous d'Afrique, vous êtes sortis on est tous sortis d'Afrique il y a 70 000 ans. Alors là, le bide complet, hein, là, franchement, bon, alors, et ils ont réutilisé plutôt pour mettre en avant nos études la partie du lien avec l'Amérique. Donc ça, c'est juste pour vous dire que finalement, c'est la même histoire et il y a un bout de l'histoire qui nous plaît et l'autre qui nous plaît pas. On a eu on n'a jamais eu vraiment de cas où on nous a dit spécifiquement que nos travaux exacerbaient des problèmes politiques. C'est plutôt l'inverse en général. Mais ça peut arriver. Ça peut toujours être très mal utilisé, hein, les résultats de la génétique. Et c'est sur la question, mais les hommes qui font la guerre ont-ils la même souche? Est-ce qu'il y a une justification à ça ou pas? C'était la question. C'est-à-dire, est-ce que des gens, malgré qu'ils aient une même souche génétique, ils se fassent la guerre? Dans ce cas-là, la génétique, ça pourrait plutôt apaiser les conflits en montrant aux gens, attendez, vous avez tous une origine commune ensemble, ça ne se justifie pas, vous n'êtes pas très différents. Mais bien, encore une fois, la politique, elle prime toujours sur... les gens qui ont envie de se faire la guerre, de toute façon, ils trouvent toujours une raison pour la faire. Et je précise juste que l'intervention de Jean Guilaine que vous avez évoquée tout à l'heure sera précisément consacrée à la Méditerranée, au néolithique, bien sûr. Je donne la parole à Marcel Mazouillet. Juste un mot. Le fait que les femmes Bororo aillent à la foire aux hommes tous les ans et choisissent les plus beaux, ils ont raison. Ça donne des résultats. Hein. Ah oui. C'est l'un des peuples les plus beaux qu'on puisse rencontrer. Enfin, il faut croire que j'ai le même critère que les femmes C'est la sélection sexuelle. Ouais. Ça n'implique rien. Mais plus sérieusement, vous avez parlé des Néandertaliens et des sapiens venus d'Afrique. Alors, tant qu'on n'a pas eu le pourcentage d'ADN venant exclusivement des Néandertaliens dans ce que nous sommes aujourd'hui, autrement dit, nous sommes des métis de Néandertaliens et de sapiens venus il y a 70 000 ans d'Afrique. Nous sommes des métis à grosso modo 3-4% d'un côté, c'est-à-dire un 16e, grosso modo, entre un 16e et un 32e de 100 néandertaliens et le complément à 16 ou à 32 de 100. Mais si vous dites que c'est au moment de l'invasion par les sapiens venus d'Afrique que ça se produit, c'est normal, parce que jusqu'à ce qu'on ait les traces ADN, la première génération de croisés, si je peux dire, ou de hybrides, ou comme vous voudrez, on voit très bien qu'ils sont mixtes. Oui, ils sont moitié-moitié. Et ça se produit où? Là où les sapiens arrivent d'Afrique, c'est-à-dire quelque part au Proche-Orient, comme toujours, c'est là que ça se passe. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais à la deuxième génération, les métis 50-50, qui progressent nécessairement en tête de la vague des nouveaux sapiens qui arrivent, ils vont faire du 1/4, 3/4, et personne ne voit plus que ce sont des métis. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est des sapiens. Vous avez entièrement raison. Alors, et on continue, et si on fait 500 km de plus et 500 ans de plus, ou pas ça, oui, c'est quelque chose comme ça, on va avoir du 1/8e, 7/8e, c'est tout à fait ça. 1/16e, c'est ce qui 15/16e. Autrement dit, c'est un espèce de croisement d'absorption par arrivée des vagues successives de nouveaux sapiens venus d'Afrique, et les
les derniers des derniers néandertaliens manifestement non croisés qui ont existé, c'était quelques villages paumés dans les Pyrénées et en Asie du Nord-Est. Et ceux-là, ils sont partis sans laisser d'adresse, soit parce qu'ils se sont croisés, on n'en aura jamais la trace visible, etc. Autrement dit, les Néandertaliens n'ont pas disparu. Mais alors, en tant que Néandertaliens, sans ADN de Sapiens, ils ont disparu. Oui. Mais nous sommes tous des descendants des Néandertaliens. Par contre, en Afrique, vous allez nous confirmer ça, parce que moi, j'en suis pas sûr, je l'ai lu, mais il faudrait confirmer. En Afrique, il y a très peu de gènes néandertaliens. Je peux répondre juste rapidement, parce que je pense que tout le monde va aller boire un café. Ce qu'ont montré les études, c'est que, par exemple, les gens en Europe ne sont pas plus mélangés avec Néandertal que des gens en Papouasie, Nouvelle-Guinée et en Asie, ce qui signifie que les mélanges, il n'y en a eu qu'au début. Il n'y en a pas eu après. Donc il n'y a pas eu, si vous voulez, les Néandertaliens qui étaient en Europe ne se sont pas mélangés avec les sapiens. On ne retrouve pas trace de ça. On trouve trace du mélange uniquement au Moyen-Orient entre l'homme de Néandertal et le sapiens lorsque le sapiens sort d'Afrique. Ça a surpris les chercheurs parce qu'on se serait attendu à trouver plus de génomes néandertaliens chez les Européens que chez les gens qui vivent en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou en Asie. Et c'est bien parce que le mélange est même d'ailleurs plus... Bon, enfin, ça serait trop de détails, mais on a pu comme ça montrer que... ça aurait été une hypothèse et que, en fait, non, le schéma, c'est vraiment, au moment de la sortie d'Afrique, mélange ponctuel entre l'homme moderne et les Néandertaliens. Et après, les sapiens qui vont coloniser le reste de l'Eurasie emmènent dans leur génome ces petits bouts qu'ils ont pris à Néandertal. Et juste pour rappeler, mais comme Néandertal et l'homme moderne ont quasiment le même génome, ça ne change pas grand-chose tout ça de toute façon. Voilà. Merci beaucoup, Evelyne Ayer. Merci. Alors, attendez, j'ai une petite annonce à faire quand même, parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le café n'est pas obligatoire. Autrement dit, nous allons enchaîner avec l'intervention de Jean Guilaine. Le café est disponible là où on a déjeuné ce midi. Mais autrement, on enchaîne pour gagner un petit peu de temps, parce qu'on en manque. Voilà, donc...